Rêvons un peu, fermez les yeux et bouclez votre ceinture. Je vous emmène en voyage vers le point le plus au sud de la planète et l'un des plus secrets aussi, l'Antarctique. Bonsoir Mathieu Tordeur. Bonsoir. Alors vous êtes un explorateur très expérimenté puisque vous avez plus de 90 pays à votre compteur. Vous n'avez que 29 ans, c'est important de le préciser. Pourquoi ? Parce que ça vous a valu d'entrer dans le fameux Guinness Book des records. Vous êtes le plus jeune aventurier à avoir rallié le pôle sud en solitaire. En gros, à ski, sans ravitaillement, sans aucune assistance. Et vous racontez cette incroyable expédition dans ce livre, Le Continent Blanc. C'est aux éditions Robert Laffont, 51 jours seul en Antarctique. Alors, ce qui frappe le plus au début, c'est l'environnement hostile. Et vous dites que vous avez dû devenir un homme polaire. Vous aussi, finalement, vous traversez. Ça veut dire quoi ? Le fait de dire ça, c'est effectivement le fait qu'on se transforme au fur et à mesure de l'expédition. Moi, j'avais fait le choix, comme vous l'avez dit, de partir tout seul. Partir tout seul pendant 51 jours, quasiment 2 mois. Donc au début, on essaye de tout contrôler, tout maîtriser, le vent, la neige, la glace, la solitude. Et finalement, au fur et à mesure de l'expédition, moi, je me suis un petit peu transformé. Et j'ai dit que j'étais devenu polaire pour dire que je me suis plus accommodé de ces contraintes-là pour me les approprier et puis finalement mieux m'intégrer dans cet environnement très contraint, très agressif. Et c'est l'expression que j'ai trouvée, mais c'est pour dire qu'une expédition comme ça, elle vous transforme de l'intérieur au fur et à mesure des pas que vous faites jusqu'au pôle Sud. Ouais, avec un chemin semé d'embûches, justement. Les premiers kilomètres, tout de suite énorme frayeur, la neige cède sous vos pieds, vous êtes suspendu dans le vide. Alors on va le voir, c'est une crevasse et vous avez vous-même tourné les images. Regardez. C'était pas une vanille mélangée les pompes, la vanille de ski. Je suis tombé dans un trou. Juste comme ça. Alors pour bien comprendre, en fait, on ne sait pas jusqu'où va ce trou, c'est ce que vous filmez. Ça peut faire plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Alors oui, en fait, l'Antarctique, c'est un continent qui est recouvert de glace et de neige. Et cette glace, cette neige, elle a une certaine épaisseur. Par exemple, quand on est au pôle Sud, on est à 2850 mètres d'altitude. Et en fait, ces 2850 mètres, c'est uniquement de la glace. Donc sous ses pieds, on a quasiment 3 km d'épaisseur de glace. Donc toute cette glace, elle est en mouvement, alors lent, mais mouvement sur ce grand continent. Et en bougeant, par tension, elle crée des ouvertures qu'on appelle des crevasses. Parfois, elles sont recouvertes de ponts de neige. Et ce qu'on a vu à l'image, c'était exactement ça. C'était un petit pont de neige qui a cédé sous mon poids et qui a ouvert une cavité, donc une crevasse. Et effectivement, moi, quand j'ai regardé dans le trou, c'était un bleu profond et je ne savais pas si c'était 2 mètres, 3 mètres, 10, 15, 20 mètres. Et c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. C'est dangereux. Et l'erreur que j'ai faite dans les premiers jours, c'était d'enlever mes skis. En fait, pour monter sur la calotte polaire, j'ai enlevé mes skis parce que je glissais trop. Et donc, avec mes 2 pieds, je pensais avoir plus de grippe, d'accroche à la surface de la neige. Et en fait, quand on enlève les skis, le poids, il est plus réparti sur 2 mètres de ski, il est réparti sur vos 2 pieds et on passe plus facilement au travers des trous. Et là, heureusement pour moi, c'est uniquement ma jambe droite qui est passée au travers. Et une fois que je me suis retrouvé dans cette situation-là, j'ai plus jamais réenlevé mes skis. Mais comme c'était au tout début de l'aventure, j'étais pas encore vraiment rodé à l'exercice. Une sorte d'euphorie du début, non ? Un petit excès de surconfiance, ouais, exactement. Peut-être que j'ai baissé la garde. Et en tout cas, c'était un bon avertissement pour la suite de l'expédition. Et il m'est pas arrivé de mes aventures de cette nature par la suite. Mais c'est vrai que pour commencer, c'était une entrée en la matière qui était plutôt assez sportive. Est-ce qu'il y a d'autres dangers ? On l'imagine. Alors là, bien sûr, il y a la question de la glace, il y a la question du froid aussi. Ouais. Est-ce que ça, c'est une obsession Alors les 2 dangers, je dirais que c'est les crevasses, comme on l'a vu. Le deuxième, ça va être le froid, mais je dirais plutôt le vent, parce qu'effectivement, il fait froid. C'est le continent le plus froid du monde, l'Antarctique. Mais c'est quoi ? C'est comme on est comme dans un congélateur. Ouais. Alors le congélateur, il est à moins 20, moins 22 degrés. Et là, quand on est au pôle Sud, la température moyenne quand on est au pôle Sud, c'est peut-être moins 30, moins 40. Donc on est quand même dans un congélateur qui est encore plus froid que le congélateur qu'on a chez soi. Mais le danger, il vient surtout du vent. Parce que le vent, il va accentuer la sensation de froid. Et donc ça peut créer des engelures, ça peut créer des blessures. Vous gelez le nez, le bout des doigts. On peut rien faire sans gants, par exemple. On peut pas manipuler ses chaussures de ski à main nue parce qu'autrement, ça gèle très vite. L'eau gèle, etc. Donc c'est un environnement qui est très contraint pour ces raisons-là. Et le froid, oui, mais c'est surtout le vent. Comment vous vous adaptez justement à cet environnement-là ? On s'adapte au fur et à mesure, mais surtout, je pense que ce qui est important, c'est de s'entraîner auparavant, en amont, dans les environnements polaires. Moi, je ne suis pas parti en claquant des doigts en disant « je vais faire cette expédition au pôle Sud ». Je me suis entraîné au total 50 jours en cumulé à faire des expéditions polaires en Norvège, au Groenland, au Svalbard. Parfois, des expéditions plus courtes, c'est ça ? Ouais, dans des conditions plus simples ? Pas forcément plus simples, mais de 2 semaines, parfois tout seul, parfois avec un guide, un professionnel en fait, des expéditions polaires qui m'enseignait les bonnes pratiques, les bonnes techniques, les bons réflexes à adopter dans ces conditions.
conditions-là. Et en multipliant les expériences et les expéditions polaires au cours des années, j'ai acquis ces réflexes-là et ces bonnes méthodes. Et justement, pour les avancer de méthodes, manière- alors, est-ce qu'on apprend à gérer au mieux son matériel? J'imagine que tout est calculé peut-être au millimètre près, parce qu'il ne faut pas non plus emporter trop de choses avec soi. Ouais, il faut vraiment tout calculer sur le poids qu'on emmène avec soi, parce que moi, je tirais tout à ma propre force. J'avais pas de grand kite, de grand cerf-volant pour avancer. J'avais pas de chien de traîneau, j'avais pas de véhicule à moteur avec moi. J'avais vraiment tout dans un grand traîneau dans lequel il y avait ma nourriture, mon équipement. Et donc, il faut rien laisser au hasard. Il faut que tout fonctionne dans le froid. Il faut que On voit votre équipement d'ailleurs à l'image. Voilà, exactement. Et toute ma nourriture était bien empaquetée. J'avais testé tout ça auparavant pour ne pas avoir de surprise sur place. Parce qu'une fois que vous êtes en Antarctique, il n'y a plus de supermarché. On ne prend même pas sa carte bleue. Enfin, je veux dire, on peut. Vous n'avez jamais risqué de manquer de nourriture? Alors si, mais parce que l'expédition était plus compliquée que prévu avec des conditions météorologiques qui étaient très compliquées. Donc je me suis rationné au fur et à mesure. J'avais pris 50 jours de nourriture et finalement il a fallu que je me rationne pour tenir un petit peu plus. Mais j'ai jamais trop manqué. J'avais bien prévu quand même ma nourriture. J'avais 6500 kilocalories par jour. C'est quand même 3 fois plus que ce qu'on mange en temps normal. D'accord. Parce que effort physique important, parce que froid intense. Et finalement j'ai pu atteindre le pôle sud dans cette limite de nourriture que je m'étais fixée. On vient de vous voir là marcher dans un environnement totalement blanc, avec un bruit un peu sourd. Ouais. Je crois que c'est un phénomène que vous décrivez dans votre livre, qui s'appelle le white-out. Ouais. Et vous dites c'est une sorte de monstre qui vide là, mais sape mon envie d'avancer. Qu'est-ce que c'est le white-out? Le white-out, c'est un mot anglais qui veut dire jour blanc, ou blanc dehors, c'est comme ça qu'on le traduit en français. Et en fait, le white-out, c'est un phénomène optique, atmosphérique, qui vient annuler ou anéantir tout sens de la profondeur, du contraste. C'est-à-dire qu'on regarde autour de soi et on voit du blanc à gauche, à droite, devant soi, derrière soi, il y a du blanc partout. Et ça donne la sensation d'être dans une balle de ping-pong. Ça donne aussi un peu la nausée parce que notre oreille interne qui définit notre équilibre, elle est complètement perdue. Et donc on est vraiment dans cette espèce de grand blanc, comme si on était au milieu d'un nuage. Perte de repère totale. Complète. Et parfois ça dure toute une journée, parfois ça dure 2 jours d'affilée. Et c'est vrai que c'est compliqué à gérer parce que on est obligé de regarder sa boussole parce que sinon on ne sait pas où aller, on ne peut pas se dire bah tiens je vais aller tout droit et puis viser ce petit monticule de neige parce qu'on le voit pas. Et en fait il faut bien comprendre que le ciel se confond avec la neige et qu'on a vraiment une espèce d'écran blanc devant ses yeux. Et donc là il faut vraiment avoir très envie d'aller au pôle sud et puis essayer de développer un peu sa vie intérieure parce que autrement je pense qu'on perd assez rapidement l'envie d'avancer et donc de continuer l'aventure. Et aussi, finalement, j'imagine un grand sentiment de solitude. Comment est-ce que ça aussi, ça pèse ou est-ce qu'on doit le dompter? Ouais, alors moi, ça m'était pas imposé. Hein. La solitude, c'est vraiment quelque chose que j'ai cherché. Non, mais on peut la découvrir. Ouais, absolument. Mais moi, je me disais que c'était finalement une source de luxe que d'avoir autant de jours seuls à soi. Moi, je suis parti faire cette aventure. J'allais avoir 27 ans, j'avais fini mes études. J'étais un petit peu à un moment charnière dans ma vie. Je me disais que d'avoir 2 mois à soi et rien qu'à soi, sans un téléphone qui sonne, sans rendez-vous, sans rien du tout, c'était en fait une forme de cadeau que je pouvais me faire à moi-même parce que ça nous arrive jamais en fait d'avoir autant de temps pour soi. Et donc même si l'environnement était difficile et contraint, je me disais que c'était quand même une belle chance. Et moi, j'ai toujours accueilli cette solitude avec beaucoup de curiosité, d'enthousiasme. Et effectivement, c'était pas tout rose tous les jours, mais finalement, ce que je retiens de cette aventure, c'était pas tant le côté solitaire ou la difficulté d'être tout seul, c'était plutôt la beauté de ce continent et la chance de pouvoir aller dans cet endroit qui est assez merveilleux. Est-ce que vous en avez tiré aussi peut-être de l'aide ou une leçon par rapport à ce qu'on vit tous aujourd'hui, des périodes de confinement, de difficultés aussi? Est-ce que ça vous aide? Alors c'est sûr que de rester un peu confiné dans une tente pendant 2 mois, ça vous arme peut-être pour tout ce qu'on a vécu pendant le premier confinement et pour le deuxième. La situation n'était pas la même parce que moi j'avais choisi cette expédition, j'avais choisi ce confinement, mais c'est vrai que sur la notion d'objectifs lointains ou d'atteinte d'objectifs, pour moi en l'occurrence c'était le pôle sud, mais pour plein d'autres personnes c'était de sortir de ce confinement, de sortir de l'hôpital ou quoi que ce soit. Je pense que moi j'ai réussi à découper mon expédition en plein de petites parties, en plein de petits objectifs, parce que penser à l'arrivée, penser au pôle sud, c'était tellement difficile, c'était trop loin. C'est tellement décourageant de se dire il me reste 35 jours de marche dans le Grand Blanc. Et le fait de découper toute l'aventure, de me fixer des mini-objectifs, c'est une façon pour moi d'avancer de manière plus sereine. Et je crois que cette technique ou cette façon de faire, on peut se l'appliquer dans la vie de tous les jours, dans sa vie pro, perso. Voilà. Un des enseignements. Et d'autres enseignements à lire dans Le Continent Blanc. Voilà, Mathieu Torder, merci. Merci à vous, c'est chez Robert Laffont. Tout de suite, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS 41 555. Bonne émission à vous.